c'est en 3 ans que tu peux commencer à penser changer une culture. Nous autres, ça a été 3 ans on the dot. Shérif Nicolas, tu es la head coach de l'Université Bishop. Tu as travaillé 6 ans comme avocat. Comment tu as fini à BU comme head coach? Moi, j'ai eu aucune relation avec Bishop University. Mon sideline gig, c'était d'être avocat. À ce moment-là, la job à BU, en même temps, je fais le processus d'entrevue. Bishop m'a choisi à moi, puis c'est là que l'aventure a commencé. J'ai pris un pay cut de 60%. C'est quoi la touche que toi, Shérif, t'as voulu amener à l'équipe? La première chose que moi je vois du football, c'est que le processus est plus important que les résultats. Si on parle de play-off, de votre game contre les Huskies, vous avez gagné en 3e OT. Avec 47 secondes à faire, on échappe la balle dans leur zone. Il reste 47 secondes, j'ai plus de temps mort. Gab Royer réalise que la seule façon qu'on s'en sorte, c'est qu'on punch la balle. Tu le vois, il punch la balle sort, on tombe dessus. Un retour éventuel des Gators au sein de la Ligue de football RSEQ. Est-ce qu'il va y avoir un retour? There you go. Fait qu'on est parti. Shérif, merci d'avoir accepté mon invitation sur mon podcast. J'apprécie énormément. J'ai préparé une petite intro pour toi. Après ça, on va enchaîner avec l'épisode. C'est bon pour toi? Absolument. Shérif Nicolas, tu es la head coach de l'Université Bishop. En tant que joueur, tu as évolué chez les Ravens de l'Université Carleton et les Stingers de l'Université Concordia durant tes études au premier cycle. Puis tu as porté l'uniforme des Carabins de l'Université de Montréal pendant 2 saisons tout en complétant tes études en droit. Après quelques années à pratiquer le droit, tu as décidé de revenir au football pour poursuivre ta passion. Tu as occupé différentes fonctions au Collège Notre-Dame et as passé une saison sur les lignes de côté des Carabins de l'Université de Montréal. Pendant 7 saisons, tu as été le head coach des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal, une équipe dominante avec laquelle tu as accumulé un bilan impressionnant de 56 victoires et 26 défaites. En 2014, CVM remporte le bol d'or de la Division 1, dont tu es le head coach. En parallèle, tu as aussi porté le rôle d'entraîneur avec les sections provinciales, équipe Québec et aussi l'équipe Canada. Le 21 décembre 2016, tu es nommé le 10e entraîneur-chef de l'ère moderne de l'équipe de football des Gators de l'Université Bishop. En 2024, l'équipe finit avec une fiche de 8 victoires, 0 défaites pour ensuite gagner le Lonely Ball. Coach Shérif, bienvenue sur le Game On. J'aime ça commencer avec ça, avec les coachs, juste pour donner un petit feeling de background. De où ça part, toi, le football avec toi? De où ta passion à part? Dans le fond, moi, j'ai commencé tard à jouer au foot, comme plusieurs personnes. J'ai commencé au hockey. Au Québec, c'est le sport national. J'ai commencé à jouer au hockey. Je n'étais pas un grand joueur de hockey. Je suis pas le meilleur patineur en partant. Puis un moment donné, en sortant de la glace, il y a un coach de foot qui m'a accroché, qui m'a dit « Hey, tu devrais venir faire des try-outs intérieurs, genre, viens essayer. » Fait que je suis allé, puis j'avais l'âge bantam dans ce temps-là, donc 14-15 ans. Je suis tombé en amour avec juste l'esprit d'équipe du football. Fait que j'ai commencé, je suis tombé en amour, j'ai lâché le hockey immédiatement, puis j'ai embarqué dans une aventure j'ai 48 ans, puis j'en fais encore. Nice. C'était dans quel programme? Les Spartans de Saint-Laurent. OK. Donc, c'est au civil. Ouais, c'était au civil. Toi, c'était commencé au civil. Donc, j'ai joué 1 an civil. Après ça, j'ai joué pour mon école secondaire au Collège français. Puis, je suis retourné au civil. Dans le temps, au collégial, c'était quand même très, très contingenté. Puis, quand je suis allé à Vanier pour étudier, l'équipe était très bonne, très compétitive dans le temps. Juste te donner une idée, moi, je jouais secondaire. Les 4 secondaires qui étaient là sont allés dans la NCAA. OK. Fait que c'était très élevé. Fait que j'ai joué ma 2e année midget à la place de faire ma première année collégiale. Puis après ça, j'ai joué 2 ans au collégial à Vanier. Nice. Je connais beaucoup d'athlètes qui ont fait ça aussi. Moi, j'ai commencé avec les Bulldogs de Sherbrooke, là, justement. Est-ce que probablement que ça n'existait pas encore, hein, je pense, les Bulldogs quand tu jouais? Je me souviens pas d'avoir joué contre Sherbrooke dans mon passage. Tu sais, c'était les équipes classiques, le Sun-Youth, Saint-Léonard, La Salle, ça c'était là. Les Wildcats, genre, c'était nouveau. Donc, la Rive-Nord, c'était encore nouveau. Tu sais. Donc, non, je me souviens pas d'avoir joué contre les Bulldogs. Fait que collégial, tu as joué Division 1. Oui.
Parle-moi un peu de ton parcours. Comment tu l'as vécu à Vanier, ton parcours collégial? Moi, j'étais pas un grand joueur de foot, mais dans tous les programmes où j'ai passé, j'étais le joueur défensif probablement le plus intelligent sur le terrain. Puis c'est ça qui a fait ma force, puis c'est ça qui m'a permis de compétitionner au niveau universitaire, collégial, universitaire. C'était vraiment ma compréhension de la game. Donc, tu sais, les coachs me faisaient confiance, mais tu sais, j'étais un gars limité athlétiquement, j'étais un gars limité physiquement, j'étais pas le gars le plus fort, j'étais pas le gars le plus vite. Mais je comprenais, puis j'étais capable. Bon, dans le temps, on jouait beaucoup contre ce qu'on appelle du deux-back maintenant, donc deux porteurs de ballon, ou même deux porteurs de ballon plus un tight end. Donc, tu sais, que tu jouais secondaire, extérieur ou intérieur, c'est un peu la même affaire. Donc, moi, je jouais les trois positions Sam, Mike, Will. OK. Donc, j'avais une belle versatilité. Puis à ma deuxième année à Vanier, je me suis comme spécialisé contre le jeu de passe. Je suis devenu un gars qui comprenait les couvertures de passe, puis le pass rush. Donc, j'avais un petit peu de temps de jeu dans ces situations-là. Mais comme je te dis, Vanier, c'était très, très, très compétitif à ce moment-là. Puis j'ai probablement plus joué ma première année universitaire que j'ai joué ma dernière année collégiale. Ah ouais? Ouais. Est-ce que c'est devenu du fait que... Tu sais, tu disais que tu comprenais bien le terrain. Est-ce que c'est venu du fait aussi parce que tu faisais plus de films ou tu te préparais mieux? Ou... Oui, exactement. Tu sais, je peux te raconter des anecdotes, là, mais tu sais, à Carleton, quand je suis arrivé, tu sais, j'étais dans le groupe 3 ou 4. Rapidement, je suis venu, tu sais, après 2-3 jours, c'était clair que j'étais le leader de ce groupe-là. Là, les coachs ont dit, on va le monter à groupe 2 et ainsi de suite. Puis je me rappelle, j'avais été habillé par-dessus des gars de 3e, 4e année, le deuxième match de la saison. Qui était contre Laval, parce qu'on jouait dans la même conférence, là, c'était la OQIFC dans le temps. Et puis, tu sais, ça avait fait un peu il y avait eu du brouhaha un peu dans le vestiaire, tu sais, à cause de ça. Mais tu sais, j'ai fait ma place. Puis, tu sais, ça a continué comme ça. Je me rappelle quand je suis arrivé je sais que j'avance un peu dans le temps, mais quand je suis arrivé à Concordia, le 3e jour du camp d'entraînement, le coordonnateur défensif, il donne un examen. Puis moi, je n'avais pas été là. J'arrivais, j'étais un joueur de 3e année, mais à Concordia, c'était ma première année. Tu venais de transfer. Oui, exactement. Puis il donne un examen sur le scheme, tout ça. Je suis le seul qui a eu 100. T'sais. Ah, puis là, ouais. c'est sûr que ça m'a permis de monter rapidement dans les rangs à Concordia un peu. Okay. Ça, c'est super intéressant que tu dises ça, parce que être intelligent sur le terrain, c'est quoi ça veut dire, en fait? Ben, c'est que ça te permet de pallier à peut-être tes lacunes physiques, parce que je jouais vite, parce que je comprenais la game. Donc, tu as un garde qui poule devant toi, il y a des linebackers qui vont rester plantés là le temps qu'ils voient le porteur s'en aller, ou tu as des secondaires qui vont jumper là, qui vont être capables de se mettre en position pour faire le jeu. Puis je pense que c'était ça ma force, c'était de me mettre dans une position de faire des jeux. Puis, tu sais, avec le temps aussi, je me suis vraiment amélioré athlétiquement, surtout dans mes dernières années au Carabin, tu sais, avec Pierre-Marie Toussaint puis Marc-Élie Toussaint, tu sais, c'est des gars qui m'ont vraiment poussé à devenir beaucoup plus fort physiquement, beaucoup plus athlétique. Puis ça m'a permis de finir ma carrière en beauté, tu sais. Est-ce que tu aurais tendance à dire que ton parcours universitaire a eu un grand impact sur toi ou... En fait, ce que je veux dire, c'est à quel moment où est-ce que le football dans ta vie t'a senti qu'il t'a vraiment permis de grandir en tant que personne? Je pense dès le début. Moi, le football, ça m'a sauvé. Puis je le dis à mes joueurs, je le dis tout le temps. Moi, j'étais une personne très réservée, peut-être même gênée. Mon groupe d'amis était restreint, tout ça. Puis le football, ça m'a vraiment, vraiment donné un gros souffle. Ça m'a fait rester à l'école aussi. Parce que moi, j'étais un gars qui a doublé son secondaire 3. À Vanier, ça a été difficile par moments académiquement, mais le football, ça m'a tout le temps gardé à l'école. Puis ça m'a permis de vivre mon premier rêve, qui était de devenir avocat. Puis je pense que ça me permet aussi d'aider les jeunes à changer. T'sais. Quand je leur dis, moi, j'ai changé, tu peux changer. C'est juste, il faut que tu décides de le faire, puis il faut que tu fasses les choix en conséquence. Moi, quand j'ai décidé que j'allais devenir avocat, j'ai changé mes habitudes. J'ai commencé à m'asseoir en avant des cours, j'ai commencé à prendre des meilleures notes, j'ai commencé à avoir des meilleures habitudes de vie. Puis ça m'a permis de réaliser un rêve. T'sais. Je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que je pense que ce sport-là peut t'apporter plus qu'on peut le penser. Moi, personnellement, j'ai pas continué à l'université, mais quand j'ai joué à Lennoxville,
moi, c'est vraiment ce 3 ans-là que j'ai fait à Lennoxville que j'ai vu. Je suis passé d'un petit gars qui sortait du secondaire. Quand je suis parti de Lennoxville, je savais c'était quoi l'adversité. Je savais où je m'en allais dans la vie. J'étais prêt. J'avais grandi en tant que personne. Puis, en fait, c'est ce que tu essaies de montrer, toi, en fait, à ton équipe. On va en parler un peu plus tard de ça, justement, parce que t'as été dans des grosses périodes de BU, là, des périodes creuses. Je n'ai pas envie d'appeler ça de même, mais c'était quand même un peu plus tough dans ces années-là. Avant de jumper là-dessus, tu as fait 6 ans. Tu as travaillé 6 ans comme avocat. Mm-hmm. Est-ce que tu as arrêté complètement le football ou, en fait, comment c'était? Je coachais. Il y a 1 an que je n'ai pas coaché. Je pense depuis 2002 ou 2003, il y a juste un automne où je n'ai pas coaché. Okay. C'était en 2005. Non, c'est pas en 2005, excuse-moi. Peut-être en 2006. Mais dans ce coin-là, il y a 1 an où j'ai pas coaché. J'ai pas trippé bien. Mm-hmm. Je te dirais que même quand j'étais avocat, je coachais à Notre-Dame. Ou en 2004, j'ai coaché au Spartiate. En 2005, j'ai coaché au Carabin. Pour moi, quand je suis devenu avocat, je voulais voir à quel niveau. C'était quoi le meilleur niveau pour que je combine les deux. Loin de moi de croire que j'aurais fait ça à temps plein. Ça n'existait pas tant que ça, des coachs à temps plein, au début des années 2000. Mm-hmm. Fait que pour moi, j'allais être avocat. Puis qu'est-ce que je pouvais redonner à la game? Ça donnait bien à Notre-Dame. Je coachais une position, je ne coordonnais pas. Martin Lapostole, dans le temps, c'était le coordonnateur défensif. Jacques Gauthier, c'était l'head coach. Après ça, ça a été Jean-Philippe Perron. Puis, tu sais, on était tous des jeunes professionnels qui coachaient là-dedans. Martin, c'est un conseiller financier. Fait que, nous autres, on allait dîner ensemble au centre-ville faire nos game plans. C'était le fun. C'était vraiment une période de fun dans nos vies. Puis on a vraiment trippé là-dedans. T'sais. Puis après ça, si on continue mon parcours, quand je suis arrivé au Spartiate, c'était la première fois que je coordonnais une défense. À part cadet. En 2003, j'ai coordonné le cadet à Notre-Dame. OK. Justement, en parlant de ta carrière avec CVM, tu as eu quand même beaucoup de succès avec CVM. Tu as été là, 7 saisons? Hein? Oui, 7 saisons comme head coach, puis 1 an, j'avais été DC. Donc, en 2009, je deviens DC au Vieux. Ils n'avaient pas fait les playoffs l'année d'avant. En 2008, les Spartiates n'ont pas fait les playoffs avec une grosse équipe. Honnêtement, c'était une grande surprise. On avait perdu un match tard dans la saison contre Édouard-Montpetit cette année-là. Puis on avait été éliminé des playoffs. Puis Claude Junot, c'était l'head coach à ce moment-là. Okay. Puis Claude, il m'a approché pour devenir le DC. Je les avais aidés un peu en 2008. J'avais été comme l'assistant coach de linebacker. Mm-hmm. En 2008, je suis assistant coach de backer. Je deviens DC en 2009. Puis c'est vraiment ça que je cherchais. J'étais rendu à un moment où je me disais, je veux vraiment voir si je peux coordonner une défense puis avoir du succès. Puis Claude m'avait donné la job. Puis Claude, il n'a pas fait la saison 2009. En décembre 2009, il se joint au Carabin comme coach de ligne offensive. Et Jacques Dussault, qui m'avait coaché au Carabin, devient l'entraîneur-chef au Spartiate. Donc, Jacques m'avait coaché. Naturellement, il me garde sur le staff. Il me dit, ouais, tu vas garder la défense, tu vas être mon bras droit. Et puis, ce qui est fou, c'est qu'on gagne le bol d'or en 2009. Fait que t'as 2 bols d'or. Ouais, j'en ai un comme DC, exactement. Nice. Les 2 sont contre Lennox. Je m'excuse de t'annoncer ça. C'est bon, ça. Puis, on avait gagné ce bol d'or-là en 2009 sur un 4e et 1 ou 4e et 2 sur Coulter Field, sur notre goal line. C'était incroyable, un feeling incroyable. Et Jacques décide de prendre la job dans les médias à Radio-Canada pour faire les matchs universitaires. C'était Radio-Canada qui avait les matchs dans le temps. Et puis, Michel Arsenault, qui était le directeur des sports au Cégep du Vieux, me dit, genre, est-ce que tu considérerais quitter ta carrière en droit pour devenir le coach en chef? Puis là, c'est là que j'ai bouleversé ma vie un peu. Mm-hmm. C'est sûr que c'est un gros changement. Là. Tu passes d'un avocat à un coach à temps plein.
je parle, c'est le côté passion qui embarque avant tout, là. Parce que, tu sais, on peut pas comparer le chèque non plus, là. Mais c'est ça qui est quand même beau de voir. Oui, au vieux, mon salaire, c'était à peu près 40% de ce que je faisais comme 40%. avocat. Ouais. J'ai pris un pay cut de 60%. Puis à ce moment-là, je n'étais pas marié. J'ai toujours pas d'enfant, mais à ce moment-là, je n'étais pas marié. Mon épouse, qui est mon épouse maintenant, on commençait à se fréquenter. Puis, tu sais, on a eu une conversation. On est allé souper, on a eu une conversation. Puis, je lui ai dit, on n'aura pas la même vie, tu sais. Ça sera peut-être pas la vie des chalets puis des bateaux, tu sais. Comment tu vois ça? Puis, elle m'avait dit, moi, je veux que tu suives tes rêves. Je veux pas que tu m'en veuilles plus tard dans notre vie, tu sais. Fait que si c'est ça que tu veux faire, vas-y, fais-le, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Ah, c'est vraiment beau, ça. Honnêtement, puis aujourd'hui, c'est ta femme, donc Ouais. ça prouve, mais c'est vraiment cool que tu aies dit ça, pour vrai. Comment t'as fini à BU comme head coach? En 2000, moi, j'ai aucune relation avec Bishop's University. C'était vraiment... en 2016, après la saison vieux, j'avais une opportunité, là, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais il y avait un partner avec qui j'avais travaillé en droit qui avait parti son bureau d'avocat. Puis vu que je ne pouvais pas vraiment avoir d'augmentation de salaire au cours des années au vieux à cause de la réalité budgétaire des cégeps, j'avais commencé à pratiquer dans l'off-season un petit peu avec lui. Et lui, il s'avait parti un bureau. Thibault Avocat, excellent cabinet d'avocat d'ailleurs, TG Avocat maintenant. Et puis, on avait parti ça ensemble. On était 2, là, sont rendus 7, je pense. Okay. Fait que ça a grossi vraiment. Mais on avait parti ça ensemble, donc je pratiquais, sans dire à temps perdu, mais c'était comme mon sideline gig, c'était d'être avocat. Aussi bizarre que ça peut sembler. Puis en 2016, à la fin 2016, moi et mon partner, on a une conversation genre, tu veux-tu embarquer à 100%, tu sais? Donc, je savais que j'allais quitter le cégep du Vieux-Montréal. À ce moment-là, tu sais, il y avait, la question salariale, tu sais, après 7 ans, tu commences à te dire, ouais, il faut peut-être que j'avance à quelque part là-dedans. Puis il y avait aussi tout un côté, il y avait tout le côté que j'avais fait, sans dire que j'avais fait le tour du collégial. Tu sais, quand tu es coach au collégial, tu es souvent tout seul, à temps plein. Il y a beaucoup d'affaires que tu fais tout seul. Puis il commençait à avoir des irritants que je trouvais dans la job. Tu sais, je trouvais que ça devenait de plus en plus une job et non pas ma passion. Fait que je me suis dit, pour être fair avec le programme, pardonne l'anglicisme, tu sais, il faut que je donne ça à quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, comme j'avais dit à Steve Alexandre, je me rappelle, on avait perdu le quart de finale, puis j'étais descendu tout de suite dire à Steve, genre, tu sais, lundi, on va se parler, mais commence ta recherche pour un nouvel entraîneur-chef. Tu sais, j'ai coaché ma dernière game, tu sais. Puis, c'est ça. Tu sais, pour moi, c'était, est-ce que je m'en vais en droit ou est-ce que je vais au football universitaire? Puis, tu sais, honnêtement, dans ma tête, aller au football universitaire, c'était pas devenir coach en chef. Tu sais, il faut qu'on réalise que je suis seulement la deuxième personne à avoir passé d'un coach en chef collégial à coach en chef universitaire en une shot. Ah ouais? Ouais. L'autre, c'est Marc Santerre en 2005 quand il a accédé au Carabin. OK, ouais, le Marc Santerre, que plein de personnes me parlent, il faut que j'essaie de l'avoir sur le podcast, là, mais ouais, OK, ouais, je savais pas. Ah ouais? Ouais, donc tu sais, pour moi, j'allais devenir coach de position, coordonnateur peut-être si j'avais l'opportunité, mais tu sais, je pensais pas que j'allais devenir coach en chef. À ce moment-là, la job à Sherbrooke ouvre et la job à BU ouvre en même temps. Donc, j'applique sur les deux postes, je fais le processus d'entrevue dans les deux. Je suis quand même avancé comme finaliste dans les deux pour les deux jobs. Puis finalement, l'Université de Sherbrooke a choisi Mathieu Lecomte et Bishop a choisi à moi. Puis c'est là que l'aventure a commencé. Explique-moi, vu on va parler de BU parce que c'est là que tu es maintenant, puis c'est là que tu es venu représenter ton programme. Mais c'était comment le processus d'entrevue à BU? Parce que une fois que j'ai remarqué, c'est que j'ai parlé à beaucoup pas de jeunes coachs, mais de jeunes coachs universitaires, mettons, puis je m'attendais pas à ça, en fait. Fait que c'était comment, toi, le processus? C'était plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est à peu près une entrevue d'1 heure
Il y a un comité, c'était 3 personnes dans une grande salle de conférence, assez intimidant quand même. Il te demande de préparer une présentation PowerPoint. Je me souviens pas s'il l'avait demandé ou moi je l'avais faite, mais j'avais une présentation PowerPoint. Je pense que j'avais 10 slides que j'ai passés avec eux autres. Et puis ça, c'était la première étape. Et ce soir, même là, le temps que j'arrive à Montréal, j'avais eu un appel qu'ils voulaient au moins me prendre en deuxième entrevue. Donc, je les avais assez impressionnés. Ils m'ont dit, on a encore une couple d'autres entrevues, mais t'es un candidat qu'on veut voir. Encore une fois, ils ne me connaissaient pas du tout. Right? So, dès ce moment-là, il y a beaucoup d'affaires qui s'enchaînent. Rencontrer les anciens, rencontrer la personne qui est responsable de la fondation, si tu veux, ou de l'aspect philanthropique. Puis rencontrer le principal de l'université. Puis ça, c'était spécial, que le principal de l'université, le grand boss de l'université voulait me rencontrer. Les deux, on était à Montréal en même temps, donc on a fait ça à Montréal, dans son appartement chez lui. Et puis, c'est là qu'on s'est dit les vraies affaires. Puis moi, j'avais, au niveau salarial, j'avais pas grande demande. Moi, ma seule demande, c'était que je contrôle avec qui je vais travailler. Donc, c'est qui l'embauche des entraîneurs, pour moi, c'était la chose que je demandais. Puis on s'est entendu. Puis après ça, il y a eu une autre rencontre avec le même comité, si je me rappelle, avec une ou deux personnes différentes. Donc, c'est un processus quand même très détaillé, puis très personnel. Quand tu dis que toi, une des conditions que tu avais, c'était d'avoir ton staff, en fait, de coach, est-ce que c'est parce que quand tu es arrivé, tu as tout de suite commencé à travailler sur les gens que tu voulais amener avec toi? Ou? Bien, je pense qu'on passe tellement de temps ensemble dans le bureau qu'il faut que tu sois confortable avec les gens avec qui tu vas passer. Quand tu prends un programme puis que tu veux y mettre ta couleur puis ta culture, ben, il faut que les gens avec qui tu vas travailler soient prêts à embarquer là-dedans. Puis comme j'avais dit à ce moment-là, je vais rencontrer tous les personnes qui sont en place, je vais les rencontrer. Puis à la fin de la journée, il y en a que j'ai gardé, puis il y en a qu'on a décidé que c'était peut-être pas la meilleure affaire qu'on continue ensemble, qu'on avait des visions différentes. Puis moi, au niveau culturel, là, au niveau de la culture d'équipe, je suis très, très... j'ai ma pensée très claire là-dessus. Mm-hmm. Justement, on va en parler de cette culture-là. Tu es arrivé en 2016. Est-ce que tu as joué la saison 2016? Non, c'est ça. J'arrive en décembre 2016. Ma première saison, c'est 2017. OK. Parce que ici, j'ai trouvé un article c'est en décembre 2016, justement, que Bishops puis la RSEQ annoncent qu'ils vont quitter le réseau des sports avec la RSEQ pour les Maritimes. Comment l'équipe a regardé cette opportunité-là? C'est drôle parce que moi, je n'ai pas participé à cette décision-là. Moi, j'arrive à l'entrevue, la première entrevue, puis on me dit, avant même de commencer, on me dit, on s'en va dans la US. Est-ce que ça t'intéresse encore? OK. La job, est-ce qu'elle t'intéresse encore? Puis là, j'ai rétorqué avec une question, parce que je suis un avocat. C'est bon, bête. ça. Fait que j'y pose une question. Je dis, on voyage-tu en avion ou en bus? Parce que si ça avait été en autobus, j'étais pas intéressé de faire 14 heures de route 4 fois par année, plus les playoffs. C'est sûr que c'est pas pour moi, ça. Mm-hmm. C'est alors, quand ils m'ont dit qu'on... Ouais. C'est surtout si tu pars... On s'entend un match, c'est le samedi, bien souvent, là. Si tu pars à la fin de semaine au complet, là. Exactement. Puis, ils m'ont dit non. On s'en va en avion. On a un avion, ça va partir de Nolizé de Sherbrooke. J'ai dit, OK, on passe à l'entrevue. T'sais. Puis, donc, moi, j'ai pas participé à cette décision-là. Fait que tout arrive en mode un peu reconstruction de l'équipe. Tu sais, je parle, tu vas amener ta sauce, comme tu dis, tu vas amener ta culture. Parle-moi un peu de ça. C'est quoi la touche que toi, Shérif, t'as voulu amener à l'équipe? Pas obligé d'aller trop dans les détails. Je sais qu'il y a des coachs qui n'ont pas voulu y aller, mais mettons, si on parle de grandes lignes, là, de qu'est-ce que dans les dernières années t'as voulu amener? Oui, je pense que la première chose que moi je vois du football, c'est que le processus est plus important que les résultats.
Pour moi, les résultats, c'est une distraction. Fait qu'il faut partir de là. Puis ça, c'est pas facile à convaincre un jeune de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, dépendamment d'où ils viennent, que le résultat, c'est pas important. Je pense que tout le monde, parce que le monde alentour du programme, tout ce qu'ils regardent, c'est les résultats. Ils s'en foutent du processus. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment important. C'est quoi le processus? Ça, je pense que ça revient à chaque coach de déterminer c'est quoi son processus, comment lui il voit c'est quoi gagner des games ou comment qu'on gagne des games puis comment qu'on se comporte en tant qu'équipe. Parce que moi, la culture d'équipe, c'est pas juste sur le terrain. C'est de prendre des leçons qu'on enseigne sur le terrain puis d'amener ça à la vie aussi. Je prends quand même mon rôle que je suis probablement le dernier adulte qui va influencer ces jeunes-là avant la vraie vie. T'sais. Puis ça, je prends ce rôle-là à cœur. Les valeurs, c'est important pour moi. Donc, pour revenir à ta question, tu m'as dit c'est une reconstruction. Tu sais, la première année, tu le sais pas. Surtout quand tu n'as pas coaché universitaire avant, tu arrives, même le niveau de tes joueurs, tu es comme, OK, tu sais, il est grand, il est fort, il est capable de courir. Cette année-là, j'ai vraiment pris le temps, oui, d'instaurer notre culture, les bases de notre culture, de leur en parler, mais ils l'ont pas, tu sais, il y en a qui ont buy-in, il y en a qui ont buy-out puis qui ont quitté l'équipe, ça c'est clair. Mais tu sais, je pense pas qu'ils la maîtrisaient à ce moment-là. Tu sais, ça nous a pris une couple d'années. Tu sais, si tu lis un peu sur le leadership, 3 ans, c'est un moment charnière. Tu sais. C'est en 3 ans que tu peux commencer à penser changer une culture. Ah ouais, 3 ans. Ouais. Puis ça, c'est des études, ça vient du monde corporatif, organisationnel, ça vient des forces armées comme les Navy SEALs, à vraiment changer la culture de quelque chose, d'une organisation. Il faut que tu penses à un processus de 3 ans. Tu peux avoir des résultats plus rapidement. Il y a des manières d'essayer d'avoir des shortcuts. Mais si tu veux vraiment changer ta culture, ça va te prendre au moins 3 ans. Puis nous autres, ça a été 3 ans on the dot. Ah ouais, 3 ans on the dot. On a été 1-7, 0-8, 4-4 Lonely Bowl la première fois, notre 3e année. T'sais. Puis, ma première année, moi, j'ai pas coupé personne. J'ai vraiment évalué. J'ai évalué les coachs qui revenaient. J'ai évalué les joueurs qui étaient là. J'ai évalué comment ils se comportaient à l'extérieur de la game. Puis j'ai compris beaucoup de choses. Puis là où j'ai commencé à imposer mon rythme, c'est vraiment ma 2e année. Est-ce que t'avais-tu eu la chance de recruter, toi, ou t'étais arrivé puis t'avais les gars qui étaient là? Le recrutement au Québec, en janvier, c'est pas mal fini. Mm-hmm. Il va rester quelques joueurs. Il y avait quelques joueurs qui étaient sur la glace, comme on dit, c'est-à-dire que le coaching staff qui était là auparavant les avait recrutés, puis quand ils sont partis, ils les ont tenus sur la glace. On a eu quelques-uns de ces joueurs-là. Un gars comme Louis-Philippe Grégoire qui venait de Jonquière, c'est un porteur de ballon qui est devenu capitaine d'équipe chez nous. Ça a été une grande recrue qu'on a eue cette première année en 2017, qui nous a aidés jusqu'en 2021 à être très, très compétitif. Un gars qui a été All-Star une couple de fois. Donc, oui, on a eu quelques joueurs. Samuel Ducharme, qui était un joueur de ligne offensive qui a eu une opportunité de se tailler une place dans les pros. On a eu des joueurs cette année-là, mais très, 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 très peu. Entre ma première et ma 2e année, déjà, j'avais changé les standards dans la première année. Mais comme moi, je voulais les évaluer, je pense qu'eux autres, ils voulaient m'évaluer aussi. Mm-hmm. Puis entre ma première année et ma 2e, il y a 20 gars qui ont gradué. De ces 20-là, il y a une dizaine qui auraient pu revenir, qui ont décidé de ne pas revenir. Plus, il y a 26 gars qui ont quitté, qui ont lâché l'équipe pendant les entraînements d'hiver parce que j'ai vraiment changé le standard. T'sais. Puis quand on a changé le standard, Fabrice Raymond, c'est un gars qui m'a aidé vraiment à faire ça. Lui, il est arrivé en 2018 quand il est arrivé des Carabins, j'avais vraiment le pouls sur ce qu'une équipe qui venait de gagner la Coupe Vanier ou qui avait été à la Coupe Vanier en 2014-2015, j'avais un entraîneur qui avait été avec eux autres. Donc, dans comment tu établis tes standards, comment tu t'organises la préparation physique, tout ça, il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Là, je lui dois encore ça. Puis,
C'est pour ça que 2018, ça a été difficile, parce qu'on avait 65 joueurs sur l'équipe. Je pense qu'on avait 6 joueurs de ligne offensive ou 7 joueurs de ligne offensive cette année-là. 65 joueurs. Aïe, aïe. Tiens, on parle universitaire, on parle des équipes. Qu'aujourd'hui, vous êtes combien? Moi, j'aime ça entre 85 et 90 joueurs. C'est ça le chiffre qu'on aime avoir. Je te dirais qu'à ce moment-ci de l'année, entre les recrues qui vont arriver à l'automne, puis les gars qui ont des essais présentement avec nous autres, là, on se tient autour de 110. Fait qu'on n'est pas 110 sur le campus présentement, parce qu'il y a des gars qui sont encore dans leur cégep ou dans leur high school dans le reste du Canada. Mais nos chiffres, si tu regardes notre tableau, on est à 110 ou à 105. Quand même. Quand tu parles de comment t'amènes ta culture, toi, comment tu l'as fait? Parce que veux pas, je parle... peut-être que ça t'a frappé dans la face quand tu as vu 26 gars quit, mais je pense qu'aujourd'hui, ça s'est quand même reviré à ton avantage. Fait que comment t'as fait ça, en fait? Moi, j'avais aucune inquiétude. L'université se posait des questions, je pense. Moi, j'avais aucune inquiétude. Moi, je me disais, c'est exactement ce qu'on veut. Là. Quand tu remodèles ta cuisine, hein, puis tu fais un good job, ben, tu veux sortir tout ce qui n'est pas bon. Là. Tu vas garder ce qui est bon. Puis, de ce groupe-là, on a gardé des très bons éléments qui nous ont aidés à prendre la prochaine étape dans notre programme. Mais on s'est aussi débarrassé des gars qui étaient là pour les mauvaises raisons. Une des façons qu'on a fait ça, c'est que le jeudi soir, c'était une grosse soirée de party à Bishop. Puis les gars, ben, ils aimaient ça aller faire le party in-season, off-season. Ah oui, in-season. Moi, j'ai mis une course le vendredi matin à 6 heures. Puis, si tu as décidé de sortir la veille, puis, pardonne l'expression, mais t'as pété la face, ben, tu vas probablement pas être capable de finir le training qu'on faisait, t'sais. Ça montre ton commitment aussi. Exactement. Fait qu'il y a des gars qui ont essayé de faire les deux. Ça n'a pas duré longtemps. Ceux qui ont vraiment embarqué, il y en a qui étaient heureux, tu comprends? Il y a un groupe de gars là-dedans qu'eux autres qui étaient là comme enfin, tu sais. Enfin, on a de la discipline. Enfin, on a une arme directrice, tu sais. Tu m'as demandé aussi comment... Moi, je suis pas un gars qui impose des choses. Je pense que ma formation d'avocat, puis surtout que je suis un avocat de litige, moi, c'est de convaincre. Donc, moi, quand je présente notre culture, ben, je vais les convaincre que c'est la bonne manière de faire les choses. Je ne vais pas, leur imposer de faire les bonnes choses. Puis quand tu réussis à faire ça, puis que là, la culture, elle commence à se faire pousser par en bas, par les joueurs eux-mêmes, ben, c'est là que tu vas commencer à avoir du succès. T'sais. Puis ça a pris quasiment une classe de recrutement et demi pour que ça arrive. Tu me diras si je me trompe, mais ton background d'avocat, j'ai l'impression que juste à te parler, là, ça fait une demi-heure qu'on se parle live, puis t'écoutes bien. Genre, je sais pas si les joueurs remarquent ça aussi, là, les gars avec qui tu vois tous les jours, mais moi, je trouve que ta façon d'écouter, la façon de t'exprimer, je pense que ça aussi, là, ça fait quelque chose un peu. Là. En tout cas, moi, personnellement, ça arrête un impact, là, surtout quand je me fais recruter. Là. Je te dirais qu'une des affaires, quand tu coaches dans un programme comme le Vieux-Montréal, qui a une grande tradition, je pense que moi, quand j'arrive là, genre, je me souviens pas exactement des stats, là, mais on avait comme participé à 16 des 19 derniers bols d'or. C'était quelque chose comme... c'est quelque chose d'énorme. Ben, tu coaches des vraiment, vraiment bons joueurs. Puis tu réalises que en tant que coach, les écouter, oui, tu veux les influencer, mais eux aussi, ils ont le droit de t'influencer. Puis il y a beaucoup de joueurs qui ont été honnêtes avec moi sur ce que je faisais bien et ce que je faisais pas bien aussi. Puis je me rappelle, en 2012, ça avait été une année un peu plus difficile au Vieux. Puis le groupe de leaders qu'on avait cette année-là, ils ont été honnêtes, puis ils m'ont challengé sur de la façon que je faisais les choses. Puis j'ai réalisé que si je voulais faire ça, ben, il fallait que je change aussi mon approche. Que pas tout pouvait être noir et blanc, pas tout pouvait être militaire, pas tout. Tu changes comme coach. J'avais été quand même un jeune coach. Puis moi, j'ai pas eu la chance de coacher sous quelqu'un d'autre longtemps. J'ai eu 1 an en dessous de Jacques Dussault. Je n'ai pas eu beaucoup de cette influence-là, d'apprendre de quelqu'un. Tu fais des erreurs, il faut que tu apprennes de ces erreurs-là. Puis je pense que
pour moi, tu sais, faut que les joueurs embarquent. Si les joueurs embarquent pas, ben, on n'aura pas de succès. Tu sais. Quand tu parles de la nouvelle culture, ça veut dire quoi ça à Bishop, la nouvelle culture? Ben, tu sais, je pense que c'est un peu ce que je te disais. Tu sais, si je te donne, sans me donner les petites lignes, Ouais. là, mais tu sais, les grandes lignes, c'est que au football, c'est un jeu à la fois, une rep à la fois. Que ce soit dans un match ou dans une game, la plus petite unité de mesure qu'on a pour évaluer notre culture puis comment on se comporte, parce que la culture, en bout de ligne, c'est comment tu te comportes. Pour moi, tu sais, on peut donner les grosses définitions, toutes les grosses définitions du monde. Si on simplifie ça, c'est comment tu te comportes. Fait que nous autres, on va donner, il y en a 5, là, comportements aux gars qu'on veut sur chaque jeu, sur chaque répétition, que ce soit en pratique, en game. Pour moi, c'est pas important. Je veux ces 5 comportements-là à chaque jeu, à chaque répétition. Puis là, de les amener à comprendre que dans la vie, il n'y en a pas de sifflet, il n'y en a pas de jeu, il n'y en a pas de rep. C'est quoi tes reps, c'est quoi tes jeux, c'est les choix que tu fais. Donc là, on fait la connexion, tu sais. Pense-y à toi, tu sais, comme si tu étais un de mes joueurs, puis je te parle maintenant, je t'aurais dit, depuis que tu t'es réveillé ce matin, pense à combien de choix tu as fait, à quelle heure tu t'es réveillé, qu'est-ce que tu as mangé, comment tu t'es présenté, comment tu t'es habillé aujourd'hui. Tout ça, c'est des choix que tu as fait, tu sais. Donc, pour moi, les amener à comprendre ça, que le foot, c'est un jeu, une répétition à la fois. Puis la vie, c'est un choix à la fois. Ben là, on va commencer à rentrer dans les détails de c'est quoi les comportements qu'on veut. Je peux te donner un exemple, celui que j'utilise probablement le plus quand je fais des entrevues comme ça. C'est te battre pour gagner ton one-on-one. Sur le terrain, c'est très clair, c'est très simple, c'est très facile à comprendre. Ils ne peuvent pas doubler tout le monde, on ne peut pas doubler tout le monde. C'est quoi la arme que tu amènes? C'est quoi le fight? What's the size of the dog inside of you pour gagner cette bataille-là? Right? OK, mais coach, dans la vie de tous les jours, c'est quoi le one-on-one? C'est toi contre toi-même. C'est ce qu'on appelle la discipline de soi. C'est de savoir que tu as un objectif, que tu devrais accomplir quelque chose, que ça ne te tente pas de le faire. Es-tu capable de le faire? Ou l'inverse. Tu as un objectif, tu sais que tu ne devrais pas faire quelque chose. Mais ça te tente vraiment de le faire. Es-tu capable de ne pas le faire? Ça, c'est un exemple de un des comportements qu'on demande dans notre culture qui a changé la vision des gars. Puis là, tu sais, je te le présente de même, ben, tu sais, avec mes joueurs, je vais présenter d'autres coachs qui disent ça peut-être d'une autre façon. Je vais présenter Kobe Bryant qui le présente. Je vais utiliser tout ce que je peux pour les convaincre que ça, c'est une manière de bien voir la vie. Je suis convaincu que, on le voit, ça marche, mais je trouve ça tellement bon de la façon comment tu l'amènes parce que quand tu regardes dans l'histoire, tu sais, les Kobe, les Michael Jordan, c'était quoi? C'était toi contre toi-même. C'était un jeu à la fois. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que les gens oublient au foot. Puis c'est tough quand tu es sur le terrain aussi. Puis tu sais, t'es un DB. Moi j'étais DB. Là. Tu perds une rep, c'est tough parce que là, tout d'un coup, tout le monde est sur ton dos. Là. Mais je trouve ça vraiment bien de la façon comment vous l'amenez. C'est différent. C'est vraiment hot pour eux. Pour comme conclure sur cette partie, j'ai trouvé dans une entrevue ici, écoute, je ne sais plus si ça vient du président-directeur de la RSEQ, je ne sais plus s'il est encore président, mais en tout cas, c'est Gustave Ruel qui dit « Le fait de prendre part à la Ligue du AUS permettra au programme de football de l'Université Bishop de se redéfinir avec ses valeurs bien établies au sein de l'institution. La RSEQ souhaite un retour éventuel des Gators au sein de la Ligue de la football RSEQ. » Est-ce qu'il va y avoir un retour? Est-ce que c'est dans les plans? J'ai aucune idée. Ça, c'est pas de mon ressort. Je dis aux gars tout le temps de faire leur job. Moi, je fais ma job, c'est de mener le programme. Puis, ben, s'il y a des instances en haut qui décident qu'il y a un retour ou qu'il n'y a pas de retour, puis ça sera à eux autres à décider. Ce que je peux dire là-dessus, par exemple, c'est qu'on est la plus petite université avec du football au Canada. Puis ça, je pense que le monde ne réalise pas ça, que même dans la US, on est la plus petite université qui a du football. No way. Qui dit petite université veut dire qu'on a moins d'offres de programmes universitaires à faire. C'est-à-dire que si tu veux utiliser en droit, ben tu peux pas venir à Bishop étudier en droit. Si tu veux kinésiologie, tu peux peut-être faire sport studies, mais c'est pas kinésiologie. Fait que si c'est ça vraiment que tu veux, ben tu peux pas.
Si tu veux éducation physique, si tu veux éducation, on a un très bon programme d'éducation, mais on n'a pas éducation physique. Je viens de te nommer des programmes que les garçons adorent, que les garçons veulent étudier dedans. Donc, c'est vrai, ça. c'est difficile pour recruter. Moi, quand je prends la liste, par exemple, du cégep de Sherbrooke, right? Ben, sur leurs 20 finissants, il y en a peut-être juste 5 que je peux recruter. Puis là, multiplie ça par les 31 équipes collégiales, ou 32 maintenant qu'il y a. C'est ça la difficulté pour nous autres de compétitionner contre d'autres grosses équipes day in, day out. T'sais. Puis, je pense que jouer un match en demi-finale nationale, par exemple, contre une grosse université, ça se fait, tu peux survivre ça. Mais de jouer day in, day out avec un roster plus jeune, parce que pour pallier aux difficultés de recrutement, par exemple, au Québec, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher des jeunes dans le reste du Canada. Oui, parfait, mais quand un jeune du reste du Canada qui a 18 ans, 19 ans est sur le terrain, qui pourrait encore avoir 3 ans collégial, mais que là, il est sur le terrain universitaire contre une recrue de 21 ou 22 ans ou un gars de deuxième, troisième année de 21, 22, 23, 24 ans, la réalité, c'est que c'est ça qui rend les choses difficiles. T'sais. Puis, tu sais, moi, je veux pas... loin de moi de dénigrer la RSEQ, je trouve que c'est une excellente conférence. Loin de moi de dénigrer les équipes de la RSEQ, mais quand tu regardes depuis 2011, Laval et Montréal sont 143-9 contre les équipes qui ne s'appellent pas Laval et Montréal. C'est vrai? Laval est 75-1. Donc, tu sais, il y a des... La Ligue a changé quand c'est devenu juste le Québec. Quand il y avait au QAFC, c'était peut-être plus compétitif. Puis, tu sais, j'enlève rien à Laval-Montréal. Puis, comme je te dis, j'enlève rien aux autres équipes. Ça, c'est des statistiques. Puis, c'est pas pour en parler négativement, mais ça, c'est la réalité. Donc, pour que Bishop retourne dans la RSEQ, je pense qu'il y a une analyse à faire de cette situation-là. Stats don't lie aussi. Là. BU a eu beaucoup de succès cette année. Je parle autant basketball féminin, masculin, on a le hockey féminin qui ont tous été champions. Mais le football aussi, que vous avez gagné le Lonely Bowl, j'aimerais qu'on en parle. Saison 2024, fiche de 8-0. C'était quoi le mindset en débutant la saison? Un match à la fois, un jeu à la fois. Ouais. Ça change pas. Ça change. Les résultats, c'est une distraction. Donc, une fois qu'on était 1-0, ben ce 1-là, c'est une distraction. Tous les beaux jeux que tu as faits la semaine passée, là, ça ne t'aidera pas à gagner la game d'après. Le beau jeu que tu viens de faire là, ça ne t'aidera pas à gagner le prochain. Donc, encore une fois, un jeu à la fois, une rep à la fois. Puis, comme je pense que mes joueurs, ils comprennent que moi, je martèle ça. Je suis quand même pas mal actif pendant le match avec les gars. Puis, ce que je crie du banc, c'est « win the rep ». That's it. Là. Le reste, ça me passe 90 pieds par-dessus la tête. Ça a été un long time coming, pardonne l'anglicisme encore. L'année passée, si on regarde en 2023, ça a été 6-2. Donc, en 2022, on a été à 4 des 5 derniers Lonely Bowl. Donc, en 2022, c'est l'année où on n'est pas allé au Lonely Bowl, mais on menait ce match-là en demi-finale, tout le match. Puis, on avait une recrue de 18 ans, justement, sur le terrain. Ils ont lancé un Hail Mary. Il a été pour l'interception. La balle est passée par-dessus sa tête. Ils ont attrapé la balle. Ils sont allés au Lonely Bowl. Ce gars-là, il a gagné joueur défensif de la AUS cette année. Aïe, à sa 3e année. Payback. So, c'est ça le développement d'un programme. Puis c'est ça d'avoir la culture de un jeu à la fois, un match à la fois. Tu sais, j'ai rien inventé de tout ça. Si tu vas voir un speech de Nick Saban, là, c'est ça qui va parler, ou de Bill Belichick, ou de tous les grands coachs que moi je considère des grands coachs. Je suis pas mal sûr, si je vais m'asseoir dans un meeting avec Glenn Constantin, il va parler d'un jeu à la fois, un match à la fois, que les résultats, c'est des distractions, qu'on s'en fout du ranking au pays. Puis, tu sais, tout ça, c'était nouveau pour nous autres, là, être ranké 5e au pays à un moment donné pendant la saison. C'était de renforcer aux gars que c'est une distraction, tout ça. C'est pas garant du succès. D'ailleurs, on disait même que c'est du rat poison, qui est une autre expression que j'ai empruntée de Nick Saban. T'sais. Donc, à chaque semaine, ma première présentation de la semaine, j'avais une slide. This is rat poison. Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est comme ça que tu bâtis. C'est hot que c'est bien que
vous perdez pas dans le succès. Tu sais, souvent, il y a des programmes qui ont tendance des fois à glisser un peu, à perdre un peu le petit côté de la culture, tu sais, la tête enflée un peu. Là. Rat Poison, c'est bon ça. J'aimerais faire un petit point stats parce que vous étiez premier dans quasiment toutes les catégories l'année passée. J'ai juste pris les plus impressionnantes selon moi. On parle de 5364 verges d'offensive, un average de 487 verges par match, 48 touchdowns, 68% de third down. Vous êtes allé en third down. Oui, quand même. Puis 33 sacs. C'est fou. À comparer les équipes contre qui vous avez joué, on parle de 11 sacs, là, de quoi de même. J'aimerais entendre un peu ton point de vue là-dessus. Je sais qu'on parle de stats, mais comme... Tu sais, je parle, ton offensive va show up à toutes les games, ta défensive aussi. Puis, c'est 487 verges par match universitaire. Là. Comme, on n'est pas au secondaire où est-ce que ça arrive des grosses saisons de même, mais c'est fou. Là. Et 4 mots. Samuel Gendreau, Frédéric Mercier. Je pense que mes deux entraîneurs, mon entraîneur à l'offensive, mon entraîneur à la défensive, ou je devrais dire notre entraîneur à l'offensive et à la défensive, c'est d'excellents coachs qui viennent du Québec. Puis j'en suis vraiment fier. Fred Mercier, c'est un gars que j'ai coaché au Vieux. Ah ouais. Je le connais on se connaît depuis très, très longtemps. Puis de la même manière, Samuel Gendreau, c'est un gars que j'ai coaché contre. Qui m'avait tout le temps impressionné. Puis, la relation qu'on a, nous trois, je pense que ça nous amène à avoir du succès. Ça vous a permis de remporter le AUS Staff of the Year? As-tu des impressions à donner pour ça? Oui, il devrait changer de nom parce qu'il n'arrête pas de dire entraîneur de l'année. Je suis content que tu aies dit AUS Staff of the Year. Écoute, je pense que le crédit revient à l'ensemble du staff, donc les gars que j'ai nommés puis le reste. Mais aux joueurs aussi, parce qu'ils embarquent dans ce qu'on fait. Sans buy-in, tu peux être le meilleur coach du monde. Si tes joueurs ne te suivent pas, tu peux avoir les meilleurs schématiques du monde. Si tes joueurs ne te suivent pas. Fait, les joueurs ils ont embarqué, les coachs ont travaillé, puis le succès est venu. T'sais. Je suis 100% d'accord avec toi. Il ne faut pas oublier non plus que c'est les joueurs qui s'habillent à toutes les fins de semaine pour aller se battre sur le terrain, tu sais. Fait que c'est... je pense que c'est aussi pour ça que je pense que le football est reconnu comme un des sports qui le plus, mettons, familial, j'aurais à dire, parce que t'as une personne qui fait pas sa job, c'est que tout le monde paye pour, tu sais. Puis moi, ce que j'aimais dire souvent avec mon père ou avec des amis, c'est comme, au bout du compte, à la fin du match, c'est l'équipe qui fait le moins d'erreurs qui va gagner, t'sais. Fait que je pense que ça a quand même paru. Si on parle de playoff, on parle, en fait, plus particulièrement de votre game contre les Huskies. Vous avez gagné en 3e OT. Je sais pas, ça fait combien d'années que c'est pas arrivé. Impressionnant. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ce match-là. En fait, c'était serré toute la game en plus. Ce qui est drôle, c'est quand on a gagné en 2014 le Bol d'Or au Vieux, on a gagné en 3e OT. Ah ouais, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant que les 2 fois que j'ai gagné le championnat en tant que head coach, ça a été en 3e OT. Écoute, les Huskies c'était la 3e fois qu'on les jouait cette année-là. Ils nous ont joué tête les 3 games. On contrôlait le match jusqu'au 4e quart. Au 4e quart, le 4e quart commence, c'est 13-3, si je me rappelle bien, pour nous autres. Ils kickent un field goal sur le 2e ou le 3e jeu du 4e quart. Ensuite, il crée un revirement. Puis, c'est les revirements qui ont gardé ce match proche. On a commis trop de revirements. Donc, on échappe la balle. Notre défensif fait une bonne job. On les arrête, ils kickent un autre field goal. Là, tout d'un coup, c'est 13-9. Avec 2 minutes d'écoulé dans le 4e quart. Et là, il y a un jeu absolument rocambolesque où 2 gars y échappent à une interception de notre côté. Le gars qui est en arrière attrape la balle, ils vont marquer un toucher, puis là, tout d'un coup, c'est eux autres qui ont le lead. On prend la balle, on drive le terrain, on échappe la balle encore. Et là, tu sais, il y a eu peut-être une couple d'autres séries là, en dessous. Là, je me rappelle pas exactement de tous les jeux.
Mais finalement, on drive avec 47 secondes à faire. On échappe la balle dans leur zone. Il reste 47 secondes. J'ai plus de temps mort. Donc, techniquement, je pense qu'eux autres, ils auraient pu finir la game. Donc, 47 secondes, tu prends un genou. Quand tu vas prendre ton premier genou, il va rester 25 secondes. Il va rester 45 secondes. Tu écoules le 20 secondes avant le deuxième essai. Il va rester 25 secondes. Tu prends un autre genou, il va rester 22 secondes. Tu écoules 20 secondes. Il reste 3 secondes. Tu cours dans l'end zone. St. Mary's est champion. Ils ont décidé de courir la balle. Puis un petit gars d'ici, un petit gars des volontaires qui s'appelle Gabriel Royer. Gab Royer. C'est lui qui a fait le jeu? Ouais. Gab Royer réalise que la seule façon qu'on s'en sorte, c'est qu'on punch la balle. Puis tu le vois, il joue vraiment passivement. Le jeu au sol, il se met en position d'être vraiment square au gars. Tu le vois, il punch la balle sort, on tombe dessus. Là, je te parle, c'est les gars qui me racontent ça après, tu sais. L'arbitre, il dit « Force got it », mais les deux gars qui sont dans la pile, ils portent le 4, le porteur de l'autre côté, puis notre safety. Fait que là, jusqu'à ce moment, ils savent pas c'est qui, puis finalement, notre safety, il sort avec la balle. Puis là, on reprend la balle, on kick un field goal pour causer l'égalité. Aïe, aïe. Fait que ça, c'est... Tu sais, il restait 20 secondes au match quand on reprend la balle. Colin. Vous finissez par être champion. J'ai vu un message que Bishop avait mis sur le réseau. 30 ans depuis la dernière demi-finale canadienne. 1994. Be proud, je pense. Hein? Oui, tu sais, nous autres, on est très fiers. On le répète, on s'époumonne à le dire un peu dans le recrutement. Tu sais, dans les 5 dernières années, 4 fois, on a été à 2 victoires de jouer dans un match de la Coupe Vanier. Ben, cette année, on a été à 1 victoire de jouer dans un match de la Coupe Vanier. Puis, tu sais, pour nous autres, pour prendre le prochain pas, puis là, je parle directement aux jeunes, j'espère qu'il y en a qui vont écouter ce podcast-là, c'est les joueurs qui font la différence. Donc, tu peux venir faire la différence à BU, tu peux venir ici, contribuer quand même assez rapidement, puis espérer, dans tes 4 ans ici, jouer dans une finale de la Coupe Vanier. On est à un match de se rendre. Là. Mm-hmm. So, j'espère vraiment qu'il y a des jeunes qui vont prendre cette opportunité. Je te dirais qu'au Québec, présentement, il y en a beaucoup qui la voient pas ou qui pensent que jouer dans la US, c'est moins bon. Pourtant, les gars qui sont allés dans la CFL, nos 2 derniers safety, ils sont présentement, ils jouent dans la CFL. Ah ouais. On a 3 gars qui sont allés au Combine cette année. Ouais, j'ai vu. Pour nous autres, on ne comprend pas pourquoi cette vision des choses. Je pense que c'est des choses qui se disent par nos compétiteurs pour pallier au fait qu'on a des meilleurs résultats. Mm-hmm. Donc, c'est facile de nous dénigrer en disant « Ouais, mais ils jouent dans les US ». La réalité, c'est que la Coupe Vanier, elle s'en fout si tu es dans les US ou non. Puis, pour nous, l'important, c'est gagnons un championnat national. Mais la réalité, c'est que ça va nous prendre des top players du Québec pour réussir à faire ça. Puis on est content. On a des gars qui on a des recrues cette année qui sont venus des gros programmes du Québec nous aider. Je te dirais, on en veut toujours plus. Mm-hmm. Avant de jumper sur le recrutement, parce que je veux en parler, je pense que c'est important. Mais moi, si je peux rajouter à ça, là, le fait d'étudier en anglais. T'sais, on n'en parle pas assez, là, mais comme pour un gars du Québec qui a la chance d'aller étudier dans une université anglophone, je pense que juste ça, c'est un héritage exceptionnel à avoir. Là. Être bilingue, avoir 2 langages, tu peux te débrouiller n'importe où dans le monde après. Pour ta job future, ça se met super bien sur un CV. En tout cas, je voulais juste glisser ça, mais... Puis je pense qu'il y a un autre aspect qu'on en parle moins. Mais tu sais, si tu veux aspirer à jouer pro, le fait de t'avoir fait coacher en anglais toute ta carrière universitaire, ça va t'aider. Là. Parce que quand tu arrives, puis le coach en avant de toi, c'est Chris Jones, puis il a un accent du Texas. Si c'est la première personne qui essaie de t'enseigner en anglais, je peux te dire que mieux d'attacher ta tuque avec des broches. Là. Avec le bon vieux accent du Texas. Cette année, dis-moi si je me trompe, mais j'ai compté 24 nouveaux joueurs que tu seras allé chercher, en tout cas du Québec, je pense.
C'est quoi qu'on voulait aller chercher dans ces joueurs-là? C'est quoi qu'on avait besoin cette année avec BU? Ouais, je pense que défensivement, on avait des gars remplacés défensivement. Mais tu sais, on cherche tout le temps à créer plus de compétition dans notre équipe. Je pense qu'on a recruté en tout 43 ou 44 joueurs présentement. Pas tous qui vont finir sur l'équipe. Il y a des gars qui voulaient étudier à Bishop, qui aimeraient ça, qui voulaient avoir un essai, à qui on donne cet essai-là. Je te dirais qu'on ne peut pas le donner à tout le monde qui le veut, mais on a choisi certains gars qui sont présentement avec nous autres en termes d'essais. Mais encore une fois, on cherche des gars qui veulent faire partie d'un processus. Deux, on ne veut pas des gars qui pensent qu'ils vont venir à Bishop parce que ça va être facile. Ah, mais c'est ça, c'est dans les US, là, c'est Bishop, ils sont pas bons, moi je vais aller là. Non. Nous autres, cette année, les recrues qu'on a perdues, la majorité des recrues où on a perdu des batailles, c'était Montréal. C'était Laval, numéro 1. Après ça, Montréal, Western, Laurier. Ça, c'est les 4 équipes avec qui on a perdu des batailles de recrutement. Les 4 équipes sont dans le top de leur division. Exactement. Puis c'est là qu'on veut aller, nous autres. On veut compétitionner pour les meilleurs gars. Puis moi, j'espère qu'à un moment donné, parce que je parlais tantôt de la RSEQ, même dans la RSEQ, la solution, c'est les joueurs. La solution, c'est les recrues. La solution, c'est que les gars, ils se posent vraiment les bonnes questions par rapport à pourquoi je m'en vais dans ce programme-là ou dans ce programme-là ou dans ce programme-là. Encore une fois, puis je le dis, là, puis à chaque fois je le dis parce que je veux pas, je respecte tellement ce qu'ils font Montréal et Laval. Moi, c'est ça que j'espère devenir. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. C'est pas que je les dénigre, mais sur leur banc, là, si tu prends le banc de l'Université Laval, puis tu prends le banc de l'Université de Montréal, si tu les combines en deux, il y a une équipe qui peut compétitionner pour la Coupe Vanier avec ça. Je suis 100% avec toi. Donc, pourquoi ces gars-là, ils vont pas faire leur propre marque ailleurs? Ça, c'est ma question. Puis c'est une question que j'ai jamais pu répondre. Je pense que c'est sûr qu'il y a un hype d'aller jouer dans les gros programmes. C'est comme Alabama, Oregon, Ohio State. Il y a peut-être la même réalité là-bas aussi. Fait que je comprends. Je ne suis pas cave, comme on dit. Mais j'aimerais ça qu'il y en ait plus qui font le choix de... Tu regardes un gars comme Eloa à Montréal, à McGill. Il est allé tracer sa marque à McGill. Il n'est pas allé s'asseoir en arrière de X ou Y. Fait que, je pense que, encore une fois, on parle de parité, on veut de la parité. Tout le monde veut de la parité au Québec. Même moi, je suis un gros fan de la RSEQ. Là, je regarde le match qui est diffusé à la télévision. Là, je vais le regarder religieusement. Là. Je suis un fan de football. On veut tous que ça soit plus compétitif. Puis ça passe, encore une fois, par les joueurs qui prennent des décisions qui vont leur permettre de vivre des expériences extraordinaires au football. C'est tough, man, de ne pas être habillé première année, deuxième année, troisième année. Là, tu te poses vraiment des questions. Je suis assez bon pour jouer? Mais si je suis pas assez bon pour jouer ici, je veux pas jouer. Man, pourquoi? Le football, man, c'est tellement beau. Moi, je pense que si tu parles à nos joueurs, l'expérience qu'ils sont en train de vivre, l'expérience qu'ils ont vécue au UTEC, le fait de célébrer un championnat de la US, tu penses qu'il y a un joueur qui s'est dit « Ouais, mais tu sais, c'est pas si bon que ça, on n'a pas gagné le championnat de la... » Non! On est rentré dans une game, il y a une cédule. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'on essaie de gagner ce championnat-là. On l'a remporté. On l'a remporté ensemble. On a sué ensemble. Man, quelle expérience pour ces gars-là. Puis ça, c'est des connexions là, à vie. Là. 100%. À vie. Why not? Why not come to Bishops? Étudier en anglais. Puis tu parlais tantôt de... Moi, vu que j'ai fait mon cégep, mon premier bac en anglais, puis après ça, je suis retourné à la faculté de droit en français. Quand je suis arrivé avocat, le fait que j'étais bilingue, j'ai eu accès à des dossiers beaucoup supérieurs à cause que j'étais capable de parler anglais puis de jaser avec le client qui vient peut-être de Toronto ou de Vancouver ou des États-Unis. J'aimerais finir avec ça, Shérif. Ta mission en tant qu'entraîneur, c'est quoi? Ben, tu sais, je pense pas qu'il y a une mission. J'ai jamais pris le temps, genre, de me faire un mission statement de moi, tu sais.
si tu regardes sur le terrain, je pense que je suis un compétiteur. Je suis comme mes gars, je veux former, mener la meilleure équipe au Canada. C'est ça qu'on essaie de faire. Mais c'est pas à tout prix. Il y a des valeurs avec ça. Il y a des valeurs qui vont avec ça. C'est pas à tout prix, c'est avec le processus pour moi. Dans la vie de tous les jours, je pense que je t'en parlais tantôt, c'est de réaliser que... Puis c'est ça, je le réalise beaucoup plus qu'au collégial. Au collégial, c'est comme une transition un peu. Tu as eu un coach au secondaire qui t'a vraiment influencé, puis tu vas avoir un autre coach à l'universitaire qui va t'influencer. Au cégep, c'est comme une transition. Mais quand je suis arrivé à l'université, pour moi, ça pesait lourd le fait que, hey man, je suis la dernière personne avant que ce gars-là devienne un père de famille, un boss, un employé. Peu importe ce qu'il décide de faire dans sa vie, j'ai une chance de lui inculquer des valeurs puis de lui démontrer des valeurs qui vont l'aider à être la meilleure personne, la meilleure version de lui-même sur le terrain puis hors terrain. Je pense que c'est ça ma mission en tant que coach, c'est d'essayer d'en donner le plus possible à ces gars-là en termes de ça. Mm-hmm. C'est vraiment c'est une belle vision que tu amènes un peu de vouloir les épauler. Merci, Chérif, d'avoir accepté de participer à mon podcast.